La nouvelle éruption de Mike Tyson s'est produite quelques semaines seulement après son combat prévu avec Jake Paul, et à 58 ans, l'ancienne icône des poids lourds a une fois de plus perdu le contrôle. Cette fois, le chaos ne s'est pas déroulé sous les lumières de l'arène, mais sur le trottoir à l'extérieur d'un hôtel de Las Vegas. Des images de sécurité ont montré Tyson frappant un homme dans un élan soudain et violent. Et quelques heures plus tard, la police lui passait les menottes. Pourtant, il ne s'agit pas d'un simple incident entre célébrités. Ce que Tyson a marmonné pendant l'arrestation a stupéfié même les officiers les plus expérimentés. Ses paroles ont révélé une obscurité qui l'avait assailli toute sa vie, une partie de lui qui n'avait jamais vraiment disparu. Beaucoup pensaient que la prison l'avait adouci, remodelé voire guéri. Ils se trompaient. Michael Gerard Tyson, né le 30 juin 1966 à l'hôpital Cumberland de Fort Greene à Brooklyn, a été façonné bien avant que la célébrité ne le trouve. Il a grandi sans figure paternelle stable. Son père biologique Purcell Tyson a disparu très tôt et le compagnon de sa mère Jimmy Kirkpatrick l'a quitté alors qu'il n'avait que 2 ans. Cet abandon a laissé sa mère Lorna recoller seule les morceaux d'une vie fragile. La famille a déménagé d'un endroit à l'autre de Brooklyn jusqu'à ce qu'elle s'installe à Brownsville, l'un des quartiers les plus dangereux de New York, un paysage imprégné de drogue, de criminalité et de violence incessante. Leur appartement est exigu, l'argent est rare, et Mike porte souvent des chaussures si usées qu'elles tiennent à peine ensemble. L'absence d'un père et la lourdeur de la pauvreté ont creusé en lui, et la rue a commencé à le façonner plus vite que l'enfance n'aurait pu le faire. À 7 ans, il a emménagé au 178 Amboy Street à Brownsville, et à 10 ans, il vivait au milieu de la culture des gangs. Les règles non écrites de la survie lui ont appris que faire preuve de faiblesse signifiait se rendre à la rue. Mike était petit silencieux et portait de grosses lunettes, ce qui en faisait une victime facile. Les brutes le battaient, l'humiliaient et le volaient. Son seul réconfort venait de l'élevage de pigeons sur le toit. Mais le jour où un garçon du voisinage a brisé le cou de son oiseau préféré, quelque chose en lui s'est déchaîné. Mike a réagi avec une fureur qui a choqué tout le monde. Il battit sauvagement le garçon et à partir de ce moment, personne ne le considéra plus comme un être vulnérable. À l'âge de 13 ans, Mike a été arrêté 38 fois. Il rejoint les Jolly Stompers, un gang local connu pour ses agressions, ses cambriolages et ses batailles de quartier incessantes. Les combats de rue deviennent routiniers. Tyson a affirmé un jour qu'il s'était battu plus de 150 fois avant de monter sur un ring professionnel. Il a appris à donner des coups de poing à l'intérieur de bâtiments abandonnés en se cachant de la police et des gangs rivaux. Lors d'un horrible passage à tabac, un groupe de garçons plus âgés l'a déshabillé et l'a laissé presque inconscient. Allongé sur le sol froid, Mike a fait le vœu de ne plus jamais se sentir impuissant. Ce souvenir est devenu son carburant. Il s'est entraîné seul frappant des murs, des arbres et du béton façonnant ses poings avant même que quelqu'un ne lui ait enseigné une technique. À 12 ans après avoir volé le sac à main d'une femme, Tyson a été envoyé à la Tryon School for Boys au nord de l'État de New York. C'était en 1978 et il était déjà un récidiviste endurci. Tryon ressemblait moins à un centre de réhabilitation qu'à un camp de punition froid et discipliné. Sa mère ne lui a jamais rendu visite pendant les 9 mois qu'il y a passé, mais à l'intérieur de ces murs, son histoire a pris une tournure inattendue. Bobby Stewart, conseiller et ancien boxeur, a remarqué quelque chose d'extraordinaire en regardant Tyson s'entraîner. Le garçon frappait avec une force brute, une vitesse effrayante et une agressivité sauvage qu'aucun adolescent ordinaire ne possédait. Stewart l'a initié pour la première fois à la boxe structurée, et Tyson a trouvé sa place dans les gants. Sa violence avait un but. Sa rage avait enfin un endroit où aller. Reconnaissant le potentiel de Tyson, Stewart a fait un appel qui allait changer sa vie pour toujours. En 1980, à l'âge de 14 ans, Mike rencontre le légendaire entraîneur Cus D'Amato. Cus, alors âgé de 73 ans, avait formé des champions tels que Floyd Patterson et José Torres. Tyson est entré dans le gymnase de Cus à Catskill, pesant déjà plus de 200 livres de muscles endurcis et de fureur non filtrée. Mais Cus n'était pas seulement un entraîneur de boxe. Il a reconstruit les combattants à partir de leur noyau en façonnant leur esprit avant leur poing.
Il a dit à Mike qu'il pourrait devenir le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, et pour la première fois, quelqu'un a parlé à Mike comme s'il était important. Cus l'a invité à vivre à plein temps dans sa maison et à s'entraîner sous son regard attentif. À partir de ce moment-là, la boxe n'est plus un sport. C'était le salut. Mike absorbait tout. Il étudiait les films, faisait du shadowboxing, en silence, courait dans la neige avant l'aube et s'entraînait à bouger la tête jusqu'à ce que cela devienne de l'instinct. Cus lui a appris que la peur, lorsqu'elle est maîtrisée, devient une arme. Après la mort de sa mère en 1982, Cus est devenu le tuteur légal de Mike. À 16 ans, Mike entre dans une nouvelle vie structurée avec une précision militaire. Ses journées commençaient à 4 heures du matin. Monsieur avec des étirements et de longues courses dans l'obscurité. Après une brève période de repos, il est revenu pour des séances punitives l'après-midi. Chaque jour, Tyson effectue 2000 squats, 2500 redressements assis, 500 dips et 800 exercices pour le coup le tout, avant de disputer 10 rounds avec des combattants professionnels adultes. Il regardait de vieux films de Jack Dempsey, apprenant l'agression, le mouvement et l'intimidation. Son univers se réduisait à la répétition, à la discipline et à la voix implacable de Cus, qui lui rappelait que le monde appartenait aux combattants qui le désiraient le plus. Lorsque Mike se lance dans la compétition amateur, son palmarès fait déjà l'objet de débats. Certains parlent de 24-3, d'autres de 48-6, mais les chiffres n'ont pas d'importance. Son style terrifie ses adversaires. À 16 ans, il a expulsé Orbit Port des Jeux Olympiques Juniors pour remporter la médaille d'or en 1984 avant de s'emparer des gants d'or la même année. Ses combats acharnés sont devenus légendaires, 2 yeux sombres sans ciller qui faisaient s'écrouler les adversaires avant la première cloche. Une défaite controversée contre Henry Tillman lors des essais olympiques de 1984 l'empêche de participer aux Jeux, mais cela ne ralentit pas son ascension fulgurante. Tyson savait que les juges pouvaient être vaincus, mais ses poings disaient toujours la vérité. Le 6 mars 1985. Tyson monte sur le ring du Plaza Convention Center d'Albany pour son premier combat professionnel. Il a 18 ans. Son adversaire Hector Mercedes est plus âgé et plus expérimenté, mais n'a pas la fureur de Tyson. En seulement 1 minute et 47 secondes, Tyson lance un uppercut brutal qui envoie Mercedes dans les cordes. La foule a à peine le temps de cligner des yeux. L'arrivée d'une nouvelle force en provenance de Brownsville fait la une des journaux. De mars à décembre de la même année, Tyson combat à 15 reprises. Il remporte les 15 combats par KO, dont 11 au premier round. Ce n'était pas une étoile montante, c'était une catastrophe naturelle dans les gants. L'un des moments les plus effrayants s'est produit le 9 octobre 1985, lorsqu'il a affronté Donnie Long à Harrisburg. Un simple crochet du gauche a brisé la mâchoire de Long. Le combat se termine en moins d'1 minute et les équipes médicales se précipitent sur le ring. Les fans ne se sont pas contentés de regarder Tyson se battre, ils se sont préparés. Il déchire des combattants professionnels d'un seul coup de poing et s'en va le visage impassible, comme si la destruction était devenue une routine. Le 16 février 1986. Tyson est revenu sur la scène nationale pour affronter Jesse Ferguson. Il a été diffusé sur ABC. Tous les spectateurs s'attendaient à un nouveau chaos rapide. Au lieu de cela, un choc à la tête a ouvert une profonde coupure sur Ferguson, et les médecins ont arrêté le combat à la 6e reprise. Tyson est furieux. Il voulait en finir à sa façon. Sa rage était évidente. Ce combat a marqué un changement. Il n'était plus un simple combattant. Il était une machine avide de destruction. La foule se presse. Les journalistes l'ont suivi. Les radiodiffuseurs n'arrêtent pas de parler de lui. Il est encore invaincu, jeune et déjà dangereux. Même au sommet de la gloire, Tyson est resté caché dans la salle de sport. En 1986, alors que le monde le regarde s'élever, il s'entraîne en silence. Des mains qui saignent des nuits sans sommeil, des articulations à vif. Cus l'avait prévenu, maintes et maintes fois, la célébrité peut vous rendre faible. La discipline vous permet de rester affûté. Tyson a donc couru pieds nus dans les rues pour endurcir ses jambes. Il s'est battu avec des hommes 2 fois plus âgés que lui. Il a hurlé sa douleur dans des gymnases vides. Certains jours, il ne parlait à personne. Il n'y avait pas de pause, pas de raccourci. Il s'entraînait comme si sa vie en dépendait. Et peut-être que dans son esprit, c'était le cas. En novembre 1986, Mike Tyson est entré au Las Vegas Hilton avec 27 victoires, à son actif dont 25 par KO.
Il n'avait que 20 ans, mais ce soir-là, il est monté sur le ring comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. En face de lui se tient Trevor Berbick, le champion WBC des poids lourds, un homme avec des années d'expérience et la ceinture que Tyson voulait. Le combat ne dure pas longtemps. Dès le deuxième round, les poings de Tyson ont déjà brisé l'équilibre de Berbick. 2 minutes et 35 secondes après le début du deuxième round, Berbick s'écroule à nouveau les jambes trop tremblantes pour rester debout. L'arbitre n'a d'autre choix que d'arrêter le combat. Ce soir-là, Tyson ne se contente pas de remporter un titre. Il devient le plus jeune champion des poids lourds de l'histoire, battant le record de Floyd Patterson, établi en 1956. Ce n'est pas seulement le chaos qui a stupéfié le monde. C'est la facilité avec laquelle Tyson l'a fait. Il était clair que quelque chose avait changé dans la boxe. Cette puissance n'a pas faibli. 4 mois plus tard, le 7 mars 1987, Tyson défend son titre contre James Bone Crusher Smith. Le combat est frustrant. Smith n'a cessé de s'accrocher, de retenir Tyson, de l'entraîner dans un lent mouvement. Tyson a tout de même donné 191 coups de poing sur 317. Smith n'en a obtenu que 51 sur 233. Un coup au corps de Smith au 4e round a suffisamment ébranlé Tyson pour le faire trébucher, ce que Tyson a admis plus tard. Il m'a enlevé les jambes, mais il n'est pas tombé. Il l'emporte par décision unanime et ajoute le titre de WBA à son nom. Les scores sont de 120, 600, 19, 7 et 100, 19, 7. Ce n'est pas un beau combat, mais il montre que Tyson peut gagner même quand les choses ne vont pas dans son sens. Le 30 mai 1987, Tyson retourne au Las Vegas Hilton pour affronter Pinklon Thomas. Thomas n'a qu'une seule défaite à son actif et a la réputation d'encaisser les coups, mais Tyson le démantèle au 6e round. Il lui assène d'abord un barrage de 15 coups de poing sans riposte, puis un brutal croisement de droite. L'arbitre intervient et Tyson obtient un nouveau TKO. Ce combat n'était pas une question de force brute, c'était une question de timing, de mouvement et de contrôle. Il évoluait, devenait plus qu'un bagarreur. Il se transformait en machine. Le 1er août 1987, Tyson a l'occasion de tout unifier. Face à Tony Tucker à Las Vegas, il a disputé l'intégralité des 12 rounds. Les scores étant décisifs, 119 cent, 11, 100, 18 cent, 13 cent, 16 cent, 12. Les scores sont décisifs. 119 cent, 11 cent, 18 cent, 13 cent, 16 cent, 12. Tucker envoie un puissant uppercut au début du premier round, ce qui ébranle brièvement Tyson. Mais Tyson continue de presser, de prendre des coups, d'en rendre d'autres. Avec cette victoire, il détient à la fois les ceintures WBA, WBC et IBF. À 21 ans seulement, il est le champion du monde incontesté des poids lourds. Personne n'avait réussi cela depuis les années 1970. Le 22 janvier 1988. Larry Holmes, âgé de 38 ans, ancien champion, qui n'avait jamais été mis KO, est le suivant. Jusqu'à cette nuit-là, Tyson l'envoie 3 fois au tapis dans le 4e round. Holmes était fini. Tyson n'a pas seulement gagné, il a humilié une légende. C'était aussi une affaire personnelle. Holmes avait insulté Cus D'Amato, l'ancien entraîneur et figure paternelle de Tyson. Ce crochet du gauche n'était pas seulement un coup de poing, c'était un message. Puis vint le combat qui devint légendaire. 27 juin 1988, Tyson affronte Michael Spinks. Les deux hommes sont invaincus. Spinks avait un record de 31-0 et détenait le titre de champion du monde. Le combat dure 91 secondes. Un crochet du gauche, quelques combinaisons brutales, et Spinks est hors d'état de nuire. Le combat a rapporté 21 millions de dollars rien qu'en pay-per-view. Le magazine Ring l'a désigné comme le round de l'année. Tyson a donné 8 coups de poing, c'était tout ce qu'il fallait. Le 21 mars 1988. Tyson se rend à Tokyo pour affronter Tony Tubbs. Tubbs n'avait qu'une seule défaite et semblait confiant dans le premier round. Mais au deuxième round, les coups de poing de Tyson changent tout. À 2 minutes et 21 secondes, un crochet du gauche fait basculer Tubbs. Il ne s'est plus jamais battu au niveau du championnat. À ce stade, Tyson n'est plus seulement un champion, c'est un phénomène. Il gagnait jusqu'à 30 millions de dollars par combat. Son style de vie est à l'image de son punch bruyant et imprudent. En août 1988, il se casse la main en combattant Mitch Green à Harlem. En septembre, il a percuté un arbre avec sa BMW.
En octobre, la police se rend à son domicile après qu'il a jeté des meubles par la fenêtre. Sa femme Robin Givens s'est enfuie de la maison et a demandé le divorce. Une accusation de coups et blessures dans une boîte de nuit a suivi en décembre. Le champion qui possédait le ring commençait à perdre le contrôle en dehors de celui-ci. Pourtant, en février 1989, il remonte sur le ring. Frank Bruno est son adversaire. Tyson revient au combat après 8 mois de deuil suite à la mort de sa mère. Bruno tient jusqu'au 5e round, mais les uppercuts de Tyson lui ferment l'œil et mettent fin au combat. Tyson a admis que le chagrin lui pesait, mais aussi le premier coup de poing de Bruno qui l'a ébranlé. Cela ne l'a pas arrêté pour autant. Il a terminé avec du sang, de la puissance et de la fureur. Le 21 juillet 1989, Carl Williams reçoit un autre coup rapide, une droite qui le met KO en 93 secondes. C'est la deuxième victoire la plus rapide de Tyson après celle de Spinks. Les gens parlaient encore de sa domination, mais en coulisses, les problèmes ne cessaient de s'accumuler. Sa relation avec Robin Givens s'est effondrée et les distractions s'accumulent. En 1990, tout s'est effondré. Le 11 février, à Tokyo, Mike Tyson monte sur le ring contre James Buster Douglas. Tyson a un score de 37-0, tandis que Douglas est un outsider de 42 zones. Tyson fait tomber Douglas au 8e round, mais au 10e round, Douglas envoie un uppercut et une rafale qui font tomber Tyson au sol. Tyson se débat avec son protège-dents et ne parvient pas à se relever à temps. C'était fini l'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport. L'invincibilité de Tyson s'est évanouie en une nuit. La suite des événements a rapidement pris une tournure peu glorieuse. Don King, le promoteur de Tyson, est accusé d'avoir manipulé la bourse de Tyson. Tyson l'apprend et frappe King au visage lors d'une réunion houleuse. Il n'avait plus confiance en lui. Son équipe était brisée. Il a tenté de rebondir le 17 mars 1990 contre Henry Tillman. Tyson l'a mis KO au premier round, mais il s'est senti désespéré, pas dominant. Plus tard dans l'année, le 8 décembre, Tyson a combattu Alex Stewart. Il remporte la décision en 12 rounds, mais le combat est serré, et Stewart réussit plus de coups nets que prévu. Le visage de Tyson est meurtri et ensanglanté, et la défense qui le rendait intouchable semble s'estomper. Les gens ne se contentent plus de regarder Tyson gagner. Ils le voyaient changer. Puis vint l'effondrement de son mariage avec Robin Givens. En 1991, le divorce est prononcé. Givens accuse Tyson de violence, le qualifiant d'abusif et d'instable. Les batailles juridiques s'éternisent et lui coûtent près de 9 millions de dollars. Sa vie personnelle est en ruine et le public commence à voir les fissures. Le 7 février 1992, tout s'écroule. Mike Tyson est arrêté pour le viol de Desiree Washington, une candidate au concours Miss Black America, âgée de 18 ans. Il est condamné le 10 février, 3 jours seulement après le début du procès. Le tribunal l'a condamné à 6 ans de prison et à une amende de 30 $. Le 7 mars 1992, il entre au centre de la jeunesse de l'Indiana. En prison, il a été agressé en quelques semaines. Un détenu l'a tailladé dans les douches avec une tige laissant une blessure profonde qui a nécessité des pointes de suture. Tyson a été séparé de la population générale après de multiples bagarres et a passé du temps à l'isolement. Il a dit que c'était la pire période de sa vie. Les médias ne connaîtront toute l'histoire que bien plus tard, mais à l'intérieur de ces murs, la légende de Tyson se vidait de son sang. Au cours de ces 3 années, quelque chose a changé. Il s'est converti à l'islam et a commencé à utiliser le nom de Malik Abdulaziz. Il a lu le Coran, écrit des lettres à la famille de Malcolm X et essayé de changer, mais le chaos ne l'a jamais quitté. Il a été surpris en train de menacer des gardiens. Lors d'un incident, Tyson a mordu la main d'un agent pénitentiaire au cours d'un moment de rage. Il était clair que la douleur en lui n'avait pas disparu. Il a été libéré en mars 1995, mais il n'a pas retrouvé la paix. Il est sorti avec des restrictions légales, des dettes croissantes et une image brisée. Quelques jours plus tard, il a promis de se battre à nouveau. Il a dit qu'il détruirait tous ceux qui se trouveraient sur son chemin. Lorsque Mike Tyson est remonté sur le ring le 19 novembre 1995 au MGM Grand de Las Vegas, le monde a vu un homme tenter de récupérer quelque chose de plus qu'un simple titre. Il a été enfermé pendant 3 ans. Aujourd'hui, il est de retour. Les poings serrés, la rage mijotant sous la surface. En face de lui se tient Frank Bruno, le champion WBC des poids lourds en titre. Bruno s'est entraîné durement à étudier les anciens combats de Tyson, s'est préparé à la guerre. Mais il n'a fallu que 3 rounds. Tyson a donné 16 coups de poing sans réplique qui ont submergé Bruno et ont mis fin au combat.
L'arbitre intervient. La foule explose. Tyson a réussi. Il est à nouveau champion. Mais c'est la suite qui stupéfie encore plus le monde. Dans l'interview qu'il a donnée après le combat, Tyson a admis qu'il avait fumé beaucoup de marijuana en prison pour faire face à la situation. Il a dit qu'il était déprimé et qu'il ne voulait pas vivre. Cette simple confession a révélé une partie de Tyson que le monde n'avait pas encore vue. Cela a transformé un retour en quelque chose de plus profond, de plus désordonné. Il était redevenu un combattant, mais il n'était pas entier. Son traumatisme est sorti de la prison avec lui, et il n'a pas disparu. Moins d'un an plus tard, le 7 septembre 1996, Tyson affronte Bruce Seldon à Las Vegas pour les ceintures WBA et IBF. Cette fois, ce n'est pas seulement le combat qui a fait les gros titres, c'est la rapidité avec laquelle il s'est terminé. Seldon est tombé 2 fois au cours du premier round. La deuxième fois, le coup de poing l'a à peine touché. Les gens ont crié. Les supporters crient, se fixent depuis les tribunes. Certains refusent de croire ce qu'ils ont vu. Seldon a gagné 5 millions de dollars ce soir-là, mais il a perdu le titre et le respect du sport. Même l'arbitre Richard Steele a hésité, pensant que le premier knockdown était une glissade. Don King, qui assure la promotion des 2 combattants, veille à ce que l'événement rapporte plus de 700 000 achats en pay-per-view. L'argent afflue, mais quelque chose ne va pas. Les rumeurs vont bon train. Seldon a-t-il été payé pour perdre ? S'agissait-il d'un coup monté pour préparer un futur combat avec Evander Holyfield? Seldon a nié tout cela. Il a dit qu'il s'était entraîné dur et qu'il n'avait pas plongé, mais que cela n'avait pas d'importance. Le mal était fait. Cette nuit-là est devenue l'une des plus controversées de la boxe. Puis, vint le 28 juin 1997. Tyson montait sur le ring avec Holyfield pour une revanche. C'était censé être la rédemption. Au lieu de cela, il est entré dans l'histoire pour de mauvaises raisons. Tyson est en colère. Holyfield l'a frappé à la tête à plusieurs reprises, ouvrant des coupures au-dessus de ses yeux. Au 3e round, Tyson craque. Il arrache un morceau de l'oreille de Holyfield. Le sang coule. Holyfield grimace de douleur. Tyson recrache le morceau de chair sur la toile. Les caméras ont tout filmé. Plus de 1,99 million de personnes ont suivi l'événement en direct. Le chaos s'est installé. La police envahit le ring, Tyson est disqualifié. La Nevada State Athletic Commission lui a infligé une amende de 3 millions de dollars et l'a banni pendant 1 an. Tyson a déclaré plus tard qu'il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas continuer à se faire frapper comme ça. Puis vint la deuxième bouchée. Un autre morceau. Un autre moment perdu dans la fureur. Le match n'a jamais repris. Holyfield a besoin de 20 points de suture. Tyson est reparti non pas en tant que champion, mais en tant qu'homme qui a arraché l'oreille de quelqu'un devant le monde entier. Après cela, l'esprit de Tyson a commencé à s'effilocher en public. En octobre 1998, son groupe étant levé, il était censé se reconstruire. Mais à New York, après avoir frôlé l'accident avec un autre conducteur, Tyson a de nouveau craqué. Il a sauté de sa voiture, a poursuivi l'homme et a frappé le pare-brise avec un club de golf. Il a donné un coup de pied à l'homme dans l'aine. Sa femme et son garde du corps ont essayé de le faire reculer. Le tribunal de district du comté de Montgomery l'a inculpé d'agression au second degré. Mais les charges ont été abandonnées en raison de l'absence de préjudice, même en l'absence de condamnation. Le message était clair. Tyson s'enfonce dans la spirale. La colère n'était plus seulement sur le ring. Elle était dans la rue chez lui dans tous les coins de sa vie. Le 8 juin 2002 à Memphis, Tyson monte sur le ring pour ce que beaucoup pensent être son dernier grand combat. En face de lui se trouve Lennox Lewis. Lors de la conférence de presse, Tyson grogne dans les micros. Il a dit qu'il voulait manger les enfants de Lewis. Il a empoché 30 millions de dollars juste pour s'être présenté. Mais une fois la cloche sonnée, Tyson ne ressemblait plus à l'Iron Mike d'antan. Lewis le met en pièces. Au 7e round, Tyson a reçu une lourde droite qui l'a ébranlé. Au 8e round, Lewis l'a achevé avec une droite croisée qui a fait tomber Tyson au sol. L'arbitre Eddie Cotton a compté jusqu'à 10 et le match s'est terminé après 2 minutes et 25 secondes. Lewis est déclaré vainqueur. Le knockout a été nommé Knockout of the Year par le ring. À 35 ans, Tyson n'est plus un prétendant à la victoire. Il se battra encore 3 fois, mais jamais sérieusement. Sa flamme s'éteint. Le dernier combat professionnel de Tyson a lieu le 11 juin 2005 contre Kevin McBride à Washington, D.C. Il avait 38 ans. Il n'a pas gagné de combat depuis plus d'1 an. McBride n'était pas une star. On ne s'attendait pas à ce qu'il gagne, mais Tyson s'est présenté fatigué à la fois dans son corps et dans son esprit. Il n'est pas assommé, mais il est vidé. Il a tordu le bras de McBride. Il lui a donné un coup de tête. Il se voit retirer 2 points. À la fin du 6e round, Tyson ne veut plus se lever.
Il s'est assis sur son tabouret et a refusé de continuer. C'est ainsi qu'il a pris sa retraite. Lors de l'interview d'après-combat, il a déclaré « Je n'ai plus le courage de faire ce sport. Mon cœur n'y est plus ». Son palmarès est de 50 victoires, 6 défaites, 44 KO. Il a disputé son dernier round, mais les coups de poing ne s'arrêtent pas en dehors du ring. En 2003, Tyson avait englouti près de 400 millions de dollars de gains. Il s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, faisant état d'une dette de 23 millions de dollars. Il avait dépensé 9 millions de dollars pour des tigres du Bengale. L'un d'entre eux a attaqué une femme la même année. Il a dépensé 2 millions de dollars en voiture. Plusieurs ont été détruites dans des accès de rage. Il a acheté des manoirs perdus des millions dans des procès et payé 9 millions de dollars pour son divorce. À un moment donné, il a vendu son manoir du Connecticut à Sinkansant pour 4 millions de dollars. Il a dormi sur les canapés de ses amis. Il a vécu dans des refuges. Ses documents de faillite mentionnent le fisc, les avocats et son ex-femme comme créanciers. Tyson était tombé de haut non pas sur le ring, mais dans la vie. Même après avoir pris sa retraite, il n'a pas pu rester à l'écart. En 2020, à l'âge de 54 ans, Tyson revient pour un combat d'exhibition contre Roy Jones Jr. Il donne 38 coups de poing. Le combat s'est soldé par un match nul, mais le monde a vu l'ombre du combattant qu'il était autrefois. Puis le 15 novembre 2024, Tyson a combattu Jake Paul à la TNT Stadium. Elle a été sanctionnée. C'était réel. 65 000 personnes ont rempli les tribunes. L'événement rapporte 20 millions de dollars, mais Tyson perd par décision unanime après 8 rounds. Pourtant, les gens regardent. Les gens s'intéressent à l'événement. Le nom de Tyson a toujours du poids, même si ses coups de poing n'en ont pas. La vie de Tyson en dehors du ring était tout aussi désordonnée. Il a épousé Robin Givens en 1988. Moins d'un an plus tard, c'était fini. Givens a déclaré que leur mariage était une torture. Elle a déclaré que Tyson l'avait menacée avec un couteau. Elle a déclaré avoir pensé au suicide. Tyson lui a versé 10 millions de dollars lors du divorce. Il s'agit de l'un des plus gros règlements dans le monde du sport à l'époque. Des interviews ont montré une femme effrayée et un homme qui la repoussait. Le monde commence à voir en Tyson plus qu'un boxeur. Il était dangereux et pas seulement sur le ring. En 1997, il a épousé Monica Turner. Ils ont eu 2 enfants, Michael et Rambla. Mais en 2003, Monica Turner demande le divorce accusant Tyson de coucher avec des stripteaseuses et de le tromper constamment. Les documents judiciaires dressent un tableau sombre de la situation. Turner a obtenu la garde principale. Tyson a perdu une autre famille, une autre maison, une autre partie de lui-même. Puis est arrivé Lakia Spacer. Ils se sont mariés en 2009 et ont eu 2 enfants, Milan et Maroc. Mais quelques mois seulement après le mariage, la tragédie a frappé. La fille de Tyson Exodus, âgée de 4 ans et issue d'une précédente relation, jouait sur un tapis roulant. Un cordon de l'appareil s'est enroulé autour de son cou. Elle s'est comportée comme un nœud coulant. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle est décédée le lendemain. Tyson a dit qu'il ne s'était jamais remis. Il ne l'a toujours pas fait. Tyson a 8 enfants au total. Amir, Rambla, Milan, Maroc, D'Amato et 3 autres. Certains sont nés d'une aventure, d'autres de l'amour. Mais il n'était pas là pour la plupart d'entre eux. Il l'admet. Il a manqué des anniversaires. Il a raté des remises de diplômes. Il a manqué des années. En 2011, il a tenté de faire la paix avec son aîné Amir. Ils se sont parlé. Ils ont repris contact. Mais d'autres gardent encore leur distance. Tyson parle souvent d'eux. Le regret s'installe dans sa voix comme un poids dont il ne peut se défaire. Puis quelque chose a changé. En 2013, Tyson s'est monté sur une scène différente. Il a lancé Undisputed Truth, un spectacle solo à Broadway. Il s'est tenu sous les projecteurs et a raconté son histoire. Les drogues, les femmes, les pannes. Il a été écrit avec Randy Johnson, réalisé par Spike Lee. L'émission est restée à l'affiche pendant 7 semaines. La première semaine a rapporté 624 000 $ et a finalement rapporté 14 millions de dollars. En 2014, Tyson a annoncé qu'il était sobre. Il a admis avoir engagé des dizaines de prostituées. Il a admis avoir perdu le contrôle. Mais aujourd'hui, il essaye. Le monde le regardait différemment. Pas seulement comme un boxeur, mais comme un homme qui est tombé durement et qui s'est relevé. Non pas pour combattre les autres, mais pour se combattre lui-même. Ce combat, semble-t-il, est toujours d'actualité.